Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. Je suis Asma Amdoni, docteur en médecine générale et comédienne amatrice. Donc aujourd'hui j'ai choisi pour vous un sujet qui est très minutieux, très calme, très classieux. Ok, un sujet ou une leçon qui doit être enseignée et apprise et comprise et saisie, bien saisie depuis notre jeune âge. Donc il s'agit de se concentrer sur sa vie. Alors Focus on Your Life ou concentrez-vous sur votre vie est une leçon de vie qu'on apprend grâce à des expériences, grâce à des échecs. Il faut savoir qu'il faut échouer et tant que vous n'avez pas encore échoué, cela veut dire que vous n'avez pas encore compris la vie. Vous n'avez pas encore compris ou apprécié ou vous n'êtes pas capable encore d'apprécier les choses précieuses, à savoir la famille, les parents, la santé, la nature, l'amour, la confiance. Alors toutes ces choses, elles sont très belles. Il y a des gens qui n'y croient pas, je respecte et je comprends. Mais je pense que la vie ainsi que la mort ne sont que des couloirs. Et les couloirs, en fait, ils sont faits pour être traversés. Les couloirs sont faits pour être traversés et non pas pour résider. Donc, ce ne sont pas des lieux de résidence, ce ne sont pas des... voilà, il ne faut pas prendre un café dans un couloir, il ne faut pas prendre un repas dans un couloir, il ne faut pas dormir dans un couloir, il faut juste traverser. Donc si on n'a pas cette mentalité et cette culture de traverser la vie, cela veut dire qu'on va vraiment se faire casser la gueule à chaque fois et se casser la tête en permanence, tout simplement parce qu'on est à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. Toute personne qui se prend trop la tête, qui ne sait pas comment lâcher prise dans cette vie, est une personne qui veut vivre, résider dans un couloir, faire du sport dans un couloir. C'est très lassant et c'est très perturbant, c'est très dérangeant de faire du sport dans un couloir alors qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer. Ça n'a aucun sens de faire le sexe et d'avoir son orgasme dans un couloir parce que le couloir n'est fait que pour être traversé. Ben c'est ça la vraie leçon de la vie. Donc, focus on your life ou concentrez-vous sur votre vie est une chose qui est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé de se concentrer sur sa vie parce qu'elle est très courte. On ne vit pas 200 ans. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde pour passer à un autre monde. Donc je pense que c'est très important de se concentrer sur sa vie et de laisser tomber la vie des autres. Alors quelles sont les choses, quelles sont les activités ou des fois même les dépendances, parce que des fois il y a des gens qui peuvent arriver au stade de dépendance à se mêler des affaires des autres, que ce soit pour une bonne intention ou une mauvaise intention, c'est pas ça le problème. L'essentiel c'est que tu te prends trop la tête, vous prenez trop la tête avec les choses qui vous intéressent pas, même si vous êtes gentil, d'accord? On va donner des exemples qui sont très concrets, puisque le live ne va pas être très long. Première bêtise qui montre que vous n'êtes pas concentré sur votre vie, c'est trop se casser la tête par les problèmes des gens. C'est une culture. Moi, je suis marocaine, je vis au Maroc, même si je voyage ailleurs, mais je vis au Maroc, je suis marocaine. Et vraiment, on apprend une culture inconsciemment, on apprend une culture qui est très nocive pour la santé. C'est cette empathie qui est mélangée avec le syndrome du sauveur, qui est mélangée avec la souffrance de l'enfant intérieur, qui est mélangée avec le déplacement des sentiments. Et des fois, on projette notre vie sur l'autre et on ressent sa douleur, sa peine, on vit sa peine, on vit ses problèmes.
Et ça, c'est très mauvais pour la santé. On a besoin d'un miroir pour pouvoir découvrir ces choses-là qui nous tuent, qui nous agacent, qui nous lassent au quotidien. Donc on a besoin d'un miroir. Et le miroir doit toujours être vraiment honnête et fidèle. Par exemple, si je me vois dans une cocotte, oui, ça reflète, oui, ça donne l'impression que c'est un miroir, mais cette cocotte va vraiment déformer mon visage. Donc si vous avez un ami ou un membre de la famille ou un proche ou un collègue ou un voisin ou une connaissance, ou si vous permettez à n'importe quel étranger d'être votre miroir, donc automatiquement c'est comme si vous vous êtes fait voir dans quelque chose ou sur quelque chose qui ressemble à un miroir alors qu'il ne l'est pas. Donc si vous avez un visage déformé, je pense que c'est très logique. Donc je dois bien choisir mon miroir. Par exemple, si je veux me voir dans un miroir, je parle à qui? Deux choses. Je fais une réunion avec la personne pour comprendre comment elle me voit, parce que c'est important. Pour vivre en société, il faut communiquer, il faut faire ce qu'on appelle des réunions de résolution des conflits. Et de l'autre côté, il faut absolument que je me confie à un professionnel de santé, par exemple un thérapeute, un psychologue ou un hypnothérapeute. Et le médecin psychiatre, bien sûr, c'est lui le chef d'orchestre. Alors quand je me confie à un vrai professionnel dans la vraie vie, dans son cabinet, donc automatiquement, je suis entre de bonnes mains. Et si je suis manipulable et que je permets à n'importe quelle personne qui a cette qualité d'être un bon orateur ou cette qualité d'avoir un haut potentiel émotionnel ou cette qualité d'être manipulateur ou cette qualité d'écoute, il y a des gens qui savent écouter et quand ils savent écouter, ils savent manipuler. Donc si je me confie à quelqu'un qui veut faire le travail d'un thérapeute, je suis en danger. Donc, soit je me respecte, soit je ne me respecte pas. Soit je m'aime, soit je ne m'aime pas. Quand je m'aime, je ne me confie à personne. Je me confie aux gens qui ont passé toute leur vie à faire des recherches et à étudier et à travailler et à traiter des gens. Donc si la personne n'a pas, premièrement, un diplôme, deuxièmement, une licence ou une autorisation d'exercice, je n'ouvre pas mon cœur. D'accord? C'est ça la conclusion que j'ai dans cette vie, dans cette société et partout dans le monde. Soit vous avez la capacité de m'aider, donc je me confie à vous, soit vous êtes une personne perdue. Alors là, je ne me confie pas à une personne déjà perdue. Alors, quelles sont les personnes perdues? Les personnes perdues, ce sont les gens qui veulent traiter les gens sans avoir des compétences, des formations, un bagage scientifique et surtout sans avoir l'autorisation d'exercer ça. Si vous voulez traiter les gens sans avoir répondu à toutes ces conditions, alors automatiquement vous êtes soit une personne perdue, soit une personne en dépression, parce qu'il y a des gens qui sont en dépression, qui veulent traiter tout le monde, soit vous êtes des manipulateurs, soit vous êtes des criminels. Dans tous les cas, toute personne qui veut traiter des gens malades sans avoir un cabinet, un diplôme, est une personne qui est pour moi malade et qui doit voir un médecin psychiatre en urgence. Bien sûr, après avoir fait une consultation de médecine générale. Maintenant, on va passer à autre chose. Le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, il est très compliqué. Je vais vous donner quelques signes. Et si vous voulez savoir si vous souffrez de ce syndrome ou pas, donc vous devez absolument consulter votre médecin psychiatre dans son cabinet. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on voit uniquement au cabinet, qu'on ne peut pas les voir par téléphone, même quand on fait une consultation à distance via Zoom. Premier signe qui doit attirer votre attention ou qui doit faire suspecter un syndrome du sauveur chez vous, eh bien, si vous avez l'idée de changer le monde, croyez-moi, vous allez souffrir. Il ne faut pas avoir cette idée.
cette idée, seuls les enfants ont cette idée. Mais plus on grandit, et même depuis l'enfance, il faut enseigner et apprendre aux enfants à ne pas vouloir changer le monde. Le monde, il est très beau. Le monde est en équilibre parfait. Le monde a un créateur qui est très fort, qui est très puissant, qui ne connaît pas le burn-out. Alors le grand créateur, le bon créateur, n'a pas besoin de prendre une pause, n'a pas besoin de dormir, Dieu n'a pas besoin de prendre de la Doliprane, Dieu n'a pas besoin d'apprendre à gérer ses émotions. Donc il y a vraiment un bon créateur qui est très fort. Il y a des choses, il faut apprendre que si je n'ai pas la capacité de contrôler quelque chose, je ne sais même pas de le contrôler. Si je ne suis pas capable de changer quelque chose, je ne sais même pas, j'investis même pas dans le changement de cette chose. Ça, si je cherche la paix. Maintenant, si je suis malade, automatiquement, je vais essayer de tout faire et souffrir et lutter et résister jusqu'au point où j'arrive à un point où je vais mourir et quitter ce monde très beau qui, au lieu d'être utilisé pour notre bien-être, on l'utilise pour souffrir. Il ne faut pas souffrir. La souffrance est un choix. La vie est belle, elle est trop belle. La planète Terre est trop belle. Merci. La planète Terre est trop belle. Tout le monde, tout est bien fait. Tout est bien fait. Alors, je reprends. Alors, le premier signe qui peut faire suspecter un syndrome du sauveur, c'est cette volonté de vouloir tout changer. C'est cette volonté de vouloir que tout le monde soit bon. Si vous avez l'intention de rendre tout le monde heureux, tout le monde gentil, vous avez tort. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête si vous croyez qu'on a besoin de faire des efforts pour rendre les gens heureux. Si vous croyez que tout le monde doit être gentil, vous n'avez pas raison. Je regrette, mais vous n'avez pas raison. Qui vous a dit qu'on a besoin que tout le monde soit gentil? Qui vous a dit ça? Ce sont des croyances fausses, erronées, limitantes et vraiment bien loin de la tolérance. Si je ne suis pas capable de tolérer l'idée de l'existence, si je ne suis pas capable de tolérer l'idée de l'existence de la méchanceté sur cette terre, c'est-à-dire que moi je suis faible, je suis peureuse, je n'accepte pas la création, je n'accepte pas les décisions du bon créateur. C'est lui qui a décidé ça. Le monde n'appartient pas à toi. Alors pourquoi tu veux changer le monde? Les gens n'appartiennent pas à toi. Alors pourquoi tu veux changer les gens? La religion n'appartient pas à toi. Alors pourquoi tu veux changer la religion des gens? Laissez les gens vivre tranquillement. Laissez les idiots, laissez les ignorants, laissez les méchants. Il y a plusieurs personnes, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très gentils. Vivez la gentillesse avec les gentils. Il y a des gens qui sont très propres d'esprit. Alors vivez et amusez-vous et essayez de jouir avec les moments de beauté avec ces gens. Il faut arracher les bons moments avec les gens qui ont cet esprit ouvert, cet esprit propre et purifié. Il y a des âmes qui sont très propres, purifiées. Vivez avec ces gens qui ont ces âmes purifiées. C'est pas intelligent de changer les gens. C'est pas intelligent de critiquer. C'est pas intelligent de se mêler des affaires des autres. Qui vous a demandé de changer les gens? Qui? On a tous commis cette bêtise. C'est une bêtise, hein. Faire de la sensibilisation, à votre avis, ça c'est une grosse bêtise de ma part. C'est une très grande bêtise. Pourquoi je veux changer des esprits? Pour qu'ils ne tombent pas malades. C'était ça mon intention. Et pourquoi je ne voulais pas que les gens tombent malades? Parce qu'à un certain moment, je me suis crue, sans même faire attention, vraiment
je me suis créé un Dieu. Quelqu'un qui a l'intention, quelqu'un qui a le désir d'aider tout le monde pour qu'il ne tombe pas malade, c'est quelqu'un qui veut faire le travail d'un Dieu. Si Dieu veut que les gens soient malades, pourquoi moi je veux dire non à la décision divine? Je dois faire la prière et demander pardon près de Dieu parce que j'ai commis une bêtise. Je ne suis pas un Dieu pour rêver ou pour souhaiter que personne ne soit malade. Je souligne le mot personne. Parce que si j'ai cette décision dans ma tête, c'est une décision très misérable. Voilà, je l'avoue, avec un esprit sportif, je vous dis que si j'avais, maintenant je l'ai plus. Alors, avoir l'idée d'aider tout le monde pour qu'il ne tombe pas malade est une idée qui est très fausse. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui décide. Moi, je suis croyante et je souhaite la bienvenue à tous les non-croyants d'abord, à tous les athées et à tous les croyants. Et pour les gens qui ne sont pas des croyants, pour les gens qui ne croient pas au bon créateur, qui croient que qu'on est né comme ça, alors j'aimerais d'abord exprimer tous mes respects à votre égard et à vos croyances. Parce que si vous êtes à l'aise dans vos croyances, c'est-à-dire que je dois respecter votre aise, je dois respecter votre confort. Vous êtes athée, vous êtes à l'aise. L'essentiel pour moi, c'est que vous soyez à l'aise. Voilà. Alors, le premier signe qui doit faire suspecter le syndrome du sauveur, c'est vouloir ou souhaiter que tout soit nickel partout dans le monde, que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit heureux, que tout le monde n'ait pas de problèmes. D'accord? Si vous voulez que les problèmes n'existent pas dans ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur, d'abord, dans votre enfant intérieur et dans votre esprit. C'est une erreur, c'est une bêtise. Permettez-moi de m'hydrater, s'il vous plaît. Deuxième signe, je suis en train de vous parler et en même temps je regarde, je suis face à la mer dans un relais, dans une station de repos et c'est juste magnifique, hein. Je vois l'océan depuis un endroit qui est un peu haut situé et je déguste un bon café avec de la cannelle. Très bien, donc deuxième signe, merci, deuxième signe qui doit faire suspecter le syndrome du sauveur chez les gens qui ont une âme très purifiée, qui sont pour les personnes lumineuses. Vous devez savoir un point très important, c'est qu'il y a des gens qui sont très lumineux, il y a des gens qui sont spirituels. Alors ces gens-là, ils ne comprennent pas des choses que tout le monde comprend. Ces gens-là, ils sont incapables de ne pas se mêler des affaires des autres parce qu'ils ont une puissance et une énergie extraordinaire. Alors ces gens-là, ils doivent absolument, ou ils méritent vraiment une prise en charge spéciale depuis leur enfance. Il faut détecter et mettre en évidence la présence de ces enfants un peu extraordinaires, un peu surdoués, un peu spirituels. Et les enfants spirituels doivent absolument bénéficier d'une consultation ou de plusieurs consultations avec le pédopsychiatre, avec le pédiatre, avec le pédopsychiatre, avec le pédo-hypnothérapeute
pour détecter cette lumière qui dégageait du corps et de l'entourage. C'est-à-dire, il y a des enfants qui ont une énergie extraordinaire, très très importante et puissante, qui peut même être très nocive pour eux à un âge avancé. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle des dons. Les dons, c'est comme la clairvoyance, c'est comme la discussion avec les âmes. Les dons, c'est comme la télépathie. Les dons, c'est comme les enfants qui voient des rêves, soit des rêves, soit des cauchemars. Et tous ces rêves se réalisent dans la vraie vie. Les dons, c'est quand un enfant, par exemple, il ne veut pas partir dans un endroit et après, on se rend compte que vraiment cet endroit, il y avait quelque chose de très catastrophique qui a eu lieu dans cet endroit. Donc les dons chez les enfants, c'est un enfant qui n'aime pas une personne et qui après, on comprend finalement que cette personne était très nocive. D'accord ? Par exemple, même si vous avez un invité qui vient à la maison, il y a l'enfant qui ne veut pas s'approcher de lui, qui ne veut pas l'embrasser. Donc malheureusement, dans les sociétés ou même dans les familles, malheureusement, dans les familles qui ne sont pas émancipées, qui ne sont pas bien cultivées, qui ne sont pas scolarisées, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons l'enfant qui est puni, tout simplement, parce qu'il n'a pas voulu embrasser ou saluer un invité. Merci. Votre enfant ne veut pas saluer un invité, c'est parce que son énergie n'a pas aimé l'énergie de l'invité. Il faut comprendre pourquoi. Il faut demander, il faut parler, il faut discuter, il faut écouter. La meilleure chose qu'on peut faire dans ce monde, vous savez que on apprend à parler, d'accord, à moins de 2 ans, d'accord. Il y a le petit qui parle. Mais on a vraiment besoin de plus de 50 ans pour apprendre à se taire. Garder le silence n'est pas donné à tout le monde. Voilà les compétences, voilà la force de personnalité, voilà la force de la confiance en soi, voilà la maîtrise de soi, voilà la gestion du stress, voilà la gestion des émotions. Une personne qui n'est pas capable de garder le silence est une personne qui n'est pas forte. Une personne qui n'est pas capable de vivre toute seule ou de trouver le bonheur toute seule est une personne qui n'est pas indépendante. Une personne qui a besoin de démolir tous les bâtiments autour d'elle pour apparaître est une personne qui n'est pas forte. Une personne qui a absolument besoin d'être validée par les autres est une personne qui n'est pas forte. Une personne qui attend toujours les applaudissements est une personne qui n'est pas forte. Je parle du summum de la sagesse, du summum de la gestion de soi. Si vous avez toujours besoin de la validation des autres et de l'approbation de votre entourage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé à un stade avancé de maturité. C'est la maturité. Je reprends. Alors, on va revenir au point des enfants qui sont un peu surdoués, qui ne sont pas ordinaires. Quand un enfant ne veut pas saluer un invité, il faut écouter le petit. Il faut que le petit parle et tout le monde doit garder le silence. Il faut demander au petit pourquoi tu ne veux pas saluer cette personne. Oui, je sais. Il y a des enfants qui sont impolis. Il y a des enfants qui sont mal éduqués. Les enfants mal éduqués, ce sont les enfants de parents mal éduqués. Ça, c'est la règle. Un enfant impoli, c'est le nom d'un enfant de parents impolis. Moi, je suis médecin et je reçois tout le monde. Médecin généraliste. C'est très beau d'être généraliste parce qu'on voit tout. Toutes les tranches d'âge, on les traite. Alors, quand on reçoit un patient, un petit, âgé de 10 ans, âgé de 5 ans, un enfant âgé de 5 ans, impoli, qui crie, je vois souvent des mamans qui montrent qu'elles sont civilisées, qu'elles sont gentilles, qu'elles sont bien éduquées, alors que le petit, il est anormal.
Et moi, je suis très vigilante, machallah. Alors, je ne bouge pas mes yeux des yeux de la maman. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre que la maman, elle fait des signes, elle fait des menaces. Elle passe des messages vraiment terrifiants à travers un regard écœurant. Alors le petit, il vibre quand il voit ces signes, quand il voit ce regard. Donc le regard de la dame vraiment doit être traité. Le regard de cette maman, la menace oculaire, si vous voulez, de cette maman, doit être vraiment analysé par un pédopsychiatre. Et c'est à cette personne, ou ce professionnel de santé qui s'appelle le pédopsychiatre, d'expliquer et d'analyser. Et il a même le droit de demander ou de convoquer toute la famille, même la grand-mère, pour comprendre finalement pourquoi on a ce conflit et cette hypocrisie familiale. La maman qui est impolie, qui est sauvage, qui est violente, qui agresse les enfants à la maison, et l'enfant, il s'habitue à cette violence et à sa réaction à cette violence. Et quand il vient faire la consultation, le petit, innocemment, il exprime l'impolitesse où il a vécu, où il a grandi. Et puis il y a la maman qui veut montrer le contraire. Vous voyez? J'ai d'autres cas qui ne se limitent pas à des regards menaçants de la part de la maman, mais une maman qui vient avec une politesse extrême, avec vraiment très abusif, d'accord? Et après, quand le petit n'obéit pas ou montre une impolitesse ou une maléducation, il y a la maman qui switch. Il y a vraiment la maman qui switch d'une personne calme et classieuse à une personne sauvage, impolie et agressive. Et il peut même le taper devant le médecin. Et ça, c'est hyper dangereux. Donc, l'hypocrisie est quelque chose de très important à prendre en considération dans la relation femme ou maman-enfant. Quand un enfant dit qu'il ne veut pas, je reprends encore une fois, quand un enfant qui a des dons lumineux, qui a une énergie, qui est capable de détecter la méchanceté et l'hypocrisie des gens, quand un enfant ne veut pas embrasser ou saluer un invité, on lui demande pourquoi. Il va répondre, s'il répond d'une façon malveillante, on ne juge pas le petit parce que la malveillance des petits vient souvent des parents. Donc, je lui donne la permission de s'exprimer, et quand il va s'exprimer, je veux comprendre pourquoi le petit ne veut pas saluer cette personne. Et le bizarre dans l'histoire, c'est que presque la majorité des gens qui ne sont pas aimés par les enfants ou par ce type d'enfants, ce sont des gens qui ne sont pas transparents, pour ne pas dire autre chose. D'accord? Ça, c'est un tout petit signe qui montre combien c'est important de détecter les personnes lumineuses, les personnes spirituelles, depuis le stade d'enfance. Ok? Alors, si vous faites partie de ces gens-là, imaginez que vous êtes une personne lumineuse, que vous êtes une personne spirituelle, vous êtes une personne qui a des capacités extraordinaires. Ça n'a jamais été diagnostiqué par les gens, déjà les professionnels de santé extraordinaires qui sont spécialisés dans les choses extraordinaires. Donc automatiquement, vous allez croire que vous avez un syndrome du sauveur et vous allez avoir ce syndrome de sauveur alors que vous avez absolument besoin de comprendre et d'avoir un diagnostic de votre personnalité, de votre vécu, de la personnalité de vos parents. Vous avez besoin de faire des consultations pour comprendre quels sont les complexes que vous avez. Les complexes, ce sont des nœuds. Une fois on dénoue, on n'a plus de complexes. Les complexes, on les appelle également des obstacles. Donc une fois
on surmonte un obstacle, une fois on le dépasse, on n'a plus cet obstacle. Alors, les complexes, on peut les appeler également, dans le langage courant, des limites. Alors, une fois je n'ai plus cette limite, je n'ai plus ces complexes. Donc, les complexes, ce sont des exercices. D'accord ? Et si on arrive à réussir cet exercice, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? On n'aura plus ces complexes et on sera plus fort. Parce que plus on fait des exercices, plus on devient fort. C'est comme les exercices qu'on fait au gym ou à la salle de sport. Donc les obstacles, ce sont de petits exercices qu'on fait pour devenir plus fort, plus robuste et plus performant si vous voulez. D'accord ? Donc je suis arrivée à la fin de cet épisode qui parle de combien c'est important de se concentrer sur sa vie. Parce que si vous ne vous concentrez pas sur votre vie, vous allez vraiment... Vous n'avez pas le droit de vous croire intelligent. Merci Yosa. Vous n'avez pas le droit de parler d'intelligence. Alors, il faut lutter contre les illusions. Première illusion à prendre en considération et à discuter avec votre médecin, c'est le fait de se croire intelligent. Il y a des gens qui croient que si je résous les problèmes des gens, je suis intelligent. Non, vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence, c'est de prendre un café face à la mer, exactement comme ce que je fais maintenant. L'intelligence, c'est faire une activité que je prends la route pour la faire. Je ne vais pas la montrer avec vous, parce que vous n'êtes pas ma famille. Et quand je vais faire cette activité, je vais exercer cette activité, je vais la faire uniquement pour Esma. D'accord ? C'est moi la seule bénéficiaire de cette activité. Ben c'est ça en fait l'intelligence. L'intelligence, c'est de ne pas donner la permission aux autres de m'affecter ou de me contacter s'ils ne sont pas de mon niveau, s'ils ne sont pas de ma classe sociale, s'ils ne sont pas de ma classe socioculturelle, s'ils ne sont pas de ma classe, je dirais, spirituelle carrément, s'ils ne sont pas de ma classe énergétique. C'est-à-dire que je suis intelligente et je me respecte quand je ne permets pas à quelqu'un qui a un low level of energy, c'est-à-dire quelqu'un qui a un niveau bas d'énergie, qui n'a pas d'énergie carrément. Et moi, par exemple, je suis vraiment très très en forme, avec une bonne humeur, une bonne énergie et tout. Je ne lui permets pas, surtout les étrangers, je ne permets jamais à quelqu'un qui n'a pas mon énergie de m'adresser la parole. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça va m'affecter, ça va me contaminer, ça va me vampiriser et je n'ai pas le droit de permettre à quelqu'un de me vampiriser. Voilà pourquoi je ne permets pas les commentaires maintenant. Tout simplement parce que je ne suis pas obligée de parler avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau énergétique que moi en ce moment-là. Ça s'appelle l'égoïsme pour vous, mais ça s'appelle pour moi l'amour du soi et le respect. Je me respecte, donc je ne permets à personne de prendre mon énergie. Si je fais des échanges avec toi, tu vas prendre mon énergie et je peux prendre la tienne. La personne qui n'a pas d'énergie va prendre l'énergie de l'autre. Donc il ne faut pas, de un, la personne qui a plus d'énergie ne doit pas la gaspiller et permettre à quelqu'un d'autre d'en profiter. Et la personne qui n'a pas d'énergie n'a pas le droit de vampiriser l'autre. Genre, quand je ne vais pas bien, je ne vais pas casser la gueule ou la tête des gens. Tu n'as pas le droit de casser la bonne humeur de quelqu'un. Ça, c'est diabolique. C'est très diabolique de prendre l'énergie de l'autre. Comment est-ce qu'on peut prendre l'énergie de l'autre ? Comment est-ce qu'on peut devenir vraiment des diables énergétiques ? Premièrement, quand on ne cesse pas de se plaindre, quand on ne cesse pas de raconter nos problèmes, quand on ne cesse pas de critiquer l'État, de critiquer le pays, de critiquer les gens, de critiquer les systèmes, de critiquer tout. Quatrièmement, je suis vraiment un diable énergétique quand je n'aime pas voir les gens rire ou sourire. Moi, j'ai des abonnés qui sont vraiment des diables énergétiques. Bon, consciemment ou inconsciemment, c'est pas ça la question en fait.
Un diable énergétique, c'est quelqu'un qui, quand il te voit, par exemple, je déclare que nous, on ne fait pas des consultations en live. Nous, on veut rire. On fait de la comédie médicale à la marocaine. Donc, toute personne qui nous rejoint et qui voit qu'on est en train de rire, de s'éclater, de dégager ou d'évacuer une énergie négative à travers le rire, toute personne qui vient nous raconter ses problèmes est une personne vraiment qui est diabolique sur le plan énergétique. Moi, personnellement, je prends par un diable énergétique. Alors, pourquoi, à votre avis, une personne qui assiste à un live de comédie va nous raconter ses problèmes? Parce que c'est une personne qui a un cœur noir. C'est une personne qui a un cœur bourré de pu émotionnel. C'est une personne qui est jalouse. C'est une personne qui est malade, qui doit voir un médecin psychiatre. Toute personne qui n'accepte pas le fait de voir quelqu'un rire est une personne qui est vraiment diabolique sur le plan énergétique. Alors si vous croyez que j'exagère, ben là je comprends que vous êtes une personne diabolique sur le plan énergétique. Alors si je me respecte, qu'est-ce que je fais? Je coupe les liens. Je coupe la réception des commentaires, comme exactement ce que je fais maintenant. Je coupe et j'interdis la réception et l'envoi de commentaires de la part de ces personnes diaboliques sur le plan énergétique, de ces personnes qui ne veulent pas me voir rire ou sourire, de ces personnes qui nous contaminent par leurs problèmes. Parce que vous avez un cerveau. Il est capable de comprendre vos problèmes. Si vous partagez ce que vous avez dans le crâne avec moi, donc il y a ma tête qui va pas supporter vos problèmes et les miens. C'est pas possible. Le crâne ou le cerveau, c'est comme une assiette. Alors moi, j'ai une seule assiette et vous également, vous avez une seule assiette. Quand vous me racontez vos problèmes, c'est comme si vous mettez votre plat ou votre alimentation dans mon assiette. Donc ça va se déverser. C'est grave. Ça va se déborder. C'est grave, mais pourquoi vous mettez votre plat dans mon assiette? C'est pas possible. Bah, c'est exactement ce que les gens font. Je rappelle encore une fois, consciemment ou inconsciemment, si vous êtes une personne qui travaille ou si vous êtes une personne qui agit inconsciemment, ça veut dire que vous devez voir un médecin psychiatre. Voilà. Vous avez besoin d'un miroir parce que je ne suis pas obligée de tolérer ce que vous faites inconsciemment. Vous n'êtes pas un enfant. Et si vous voulez que les gens vous prennent pour un enfant, ben vous avez absolument à faire de l'hypnothérapie pour traiter votre enfant intérieur. Il faut vraiment arrêter et couper tout lien ou toute discussion ou toute communication avec ces gens perdus qui se croient des génies. Ces gens perdus qui se croient intelligents sur le plan émotionnel. Ces gens perdus qui ne veulent pas vivre, ils veulent juste discuter. Ces gens qui se croient intelligents, vous n'avez pas à être intelligent. Vous avez à vivre, vous devez vivre un moment de plaisir. La culture du plaisir. Il ne faut pas penser, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas tout comprendre, il ne faut pas être vigilant à des choses qui sont inutiles. Il ne faut pas faire l'intelligent, il faut l'être. Il faut être intelligent. Il faut faire de la natation, faire le sexe, faire l'amour. Il faut jouer, il faut sauter, il faut faire l'équitation, il faut se perdre dans la nature. Il faut faire du parachutisme si vous êtes capable de le faire de la plongée, jouer au quad. Il faut jouer, il faut jouer. Vous avez 80 ans et vous avez le droit de jouer. Vous avez 100 ans, vous avez le droit de jouer. D'accord? Une personne intelligente est une personne qui joue, est une personne qui s'amuse, est une personne qui aime la beauté, qui aime les couleurs. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous n'êtes pas intelligent, avec tous mes respects. Je ne parle pas des couleurs, c'est-à-dire
porter plusieurs couleurs ou des choses multicolores. Non. Donc ce que je parle des couleurs, c'est-à-dire que vous ne devez pas être vraiment enterré dans la misère ou dans la culture de la misère, même si vous avez les moyens, et ne pas oser porter un polo blanc, ne pas oser porter des jeans, ne pas oser porter un foulard avec plusieurs couleurs. Je parle de quelque chose de classieux comme Hermès, comme ne pas oser acheter un canapé avec des couleurs, ne pas oser partir à passer de bons moments en pleine nature. En fait, les papillons, elles sont belles, ils sont beaux, d'accord? Les oiseaux sont beaux, les fleurs sont belles. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit lutter contre les couleurs? C'est parce qu'on n'est pas heureux. Voilà, tout simplement. Les couleurs, c'est la vie. Les couleurs, c'est la vie. Vous n'aimez pas les couleurs, vous aimez l'obscurité, vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Déjà, donner son avis par rapport à l'avis de quelqu'un d'autre, cela prouve que vous êtes vraiment, je ne peux pas dire malade, mais vous avez absolument besoin de voir un médecin psychiatre. Le motif de consultation, merci. Le motif de consultation, c'est bonjour docteur, s'il vous plaît, je me prends trop la tête en pensant à la vie des autres, en pensant au malheur des autres, en pensant... Et le médecin psychiatre va mettre un diagnostic initial et après il va creuser pour mettre un diagnostic détaillé. Il a besoin de plusieurs consultations. J'aimerais bien faire un petit rappel professionnel. Si votre médecin spécialiste en psychiatrie vous demande plusieurs consultations, il y a des gens qui croient qu'il faut juste aspirer votre compte bancaire, alors que non, ce n'est pas le cas. Un médecin psychiatre, il a besoin de plusieurs consultations parce que vous êtes âgé de 40 ans, vous êtes âgé de 50 ans, vous êtes âgé de 30 ans, vous êtes âgé de 20 ans. Alors, plus vous êtes une personne âgée, plus vous avez d'épisodes dans votre mémoire, plus vous avez de faits, plus vous avez de scénarios, plus vous avez de péripéties. Donc c'est pas normal. Si vous voulez juste raconter votre vie ou les moments principaux de votre vie à quelqu'un, autre qu'un psychiatre par exemple, si vous voulez juste raconter votre vie à quelqu'un, je pense que 24 heures ne sont pas suffisantes pour faire comprendre à l'autre ce que vous avez vécu. Là, je rappelle uniquement de la narration, c'est-à-dire réciter ou citer ce que vous avez vécu. Donc 24 heures ne sont pas suffisantes. Alors, quand on parle de traitement, c'est que vous devez non seulement raconter ce qui vous est arrivé, mais vous devez expliquer et décrire ce que vous avez vécu, comme perception. Vous devez décrire ce que vous avez senti et ressenti. Vous devez expliquer à votre thérapeute la perception des choses. Ne me dites pas, docteur, je vois un psychiatre une fois par 2 mois. Ne me dites pas ça. Ça n'a aucun sens. Ça c'est juste pour sauver. Il vous a sauvé parce que vous aviez, par exemple, un problème d'insomnie, parce que quand on n'arrive pas à dormir, c'est très mauvais pour la santé. On peut mourir carrément si on ne dort pas. Donc vous êtes parti chez un médecin psychiatre, il vous a donné le traitement nécessaire, vous êtes capable de dormir, vous avez senti une amélioration. Vous croyez guéri? Non, je suis désolée. Je préfère être honnête avec vous. Quand il vous demande de venir toutes les semaines, c'est obligatoire. C'est merveilleux. C'est merveilleux de partir chez un psychiatre ou un thérapeute toutes les semaines. Oui, c'est coûteux, oui, je sais. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où la santé psychique et mentale n'est pas bien prise au sérieux. On vit dans une société où les malades mentaux, les malades psychiques et psychiatriques se marient. Ils n'ont pas le droit de se marier. Les gens qui sont malades sur le plan psychique et mental n'ont pas le droit de se marier sans avis médical.
sans autorisation médicale. On vit dans une société où les malades mettent au monde des enfants. Ils les traitent mal. Il y a des enfants qui sont maltraités. Je suis médecin, je sais ce que je dis. Il y a des enfants qui ont été brûlés dans un cadre thérapeutique, dans un but thérapeutique par des charlatans. J'ai vu un nourrisson de 6 mois ayant un ventre vraiment cicatrisé, plusieurs points de feu. Au premier lieu, j'ai pensé que c'était juste un truc congénital. J'ai pas voulu croire. Je lui dis, madame, j'ai demandé à la maman, je lui dis, madame, maintenant je parle et j'ai les larmes aux yeux parce que c'est affreux. Un nourrisson de 6 mois, avec un ventre cicatrisé, plusieurs points de feu. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Est-ce qu'il est né comme ça? Elle m'a dit non. J'ai vibré. Vraiment, j'ai tremblé avant de lui poser la question. Madame, est-ce que ce sont des points de feu? Elle m'a dit oui. J'ai gardé mon sang-froid pour qu'elle me dise la vérité. Je lui dis, est-ce qu'il avait un problème? Pourquoi on a eu recours à un charlatan pour brûler le ventre de votre petit âgé de 6 mois? Eh ben, elle m'a dit, parce qu'il avait des coliques. J'ai les larmes aux yeux maintenant, sincèrement. Wallah, j'ai les larmes aux yeux. Un bébé de 6 mois, victime de sa maman. Pour moi, sa maman a besoin non seulement d'un psychiatre, mais elle a besoin d'une éducation. Elle est mal éduquée. Ça, c'est un crime. Alors, quand on voit des parents criminels, c'est catastrophique. Merci, Musa. C'est une maman criminelle. Donc, les procureurs, monsieur le procureur, monsieur les juges, doivent savoir que nous avons des parents criminels. Brûler le ventre d'un petit de 6 mois tout simplement parce qu'il crie, parce qu'il a des coliques, ou il a une invagination intestinale aiguë, ou il a une occlusion, ou il a quelque chose d'autre, ou il a une sténose de pylore, c'est un crime. Je ne peux pas dire autre chose, c'est un crime. Alors, à votre avis, pour les gens qui me disent, docteur, parlez-nous de la médecine, donnez-nous des recettes, donnez-nous des remèdes, arrêtez de parler de tout ce qui est socio, de tout ce qui est... Non, je regrette. Je regrette, monsieur. Je regrette, madame. Je regrette, chère communauté ou chère audience. Dieu n'a pas le droit, en tant qu'être humain, normal, ayant une conscience, ayant un cerveau normal, il faut commencer par le commencement. Une communauté impolie a besoin d'être éduquée. La politesse précède la sensibilisation. Une communauté criminelle, je parle de ce type de crime, c'est-à-dire les parents qui brûlent le ventre de leurs enfants au stade nourrissant chez des charlatans pour traiter des coliques qu'on ne connaît même pas l'étiologie, la cause. Je suis désolée. Je regrette, mais il faut commencer par le commencement. C'est comme si, par exemple, vous me demandez de manger sans laver les mains. Je lave les mains d'abord. C'est comme si vous demandez à une femme de préparer un repas alors que toute la cuisine est en désordre, tout est sale. Ustensiles sales, tout est sale. Poste sale, tout. L'évier sale, on peut pas, un couteau sale, tout est sale, je peux pas préparer le repas, je regrette. Je commence par nettoyer d'abord où je vais travailler et les outils que je vais utiliser. Ça, c'est quand on est passionné. Moi, je fais partie des gens passionnés et je salue toute personne passionnée dans n'importe quel pays. D'accord? Quand on est passionné, on aime bien faire les choses. Communauté malade. J'atteste que la communauté est malade. Je vais vous donner un autre cas, un autre exemple concret et digital. Un jour, j'étais en train de rire. J'étais en train de commenter des choses merveilleuses. On était en train de traiter un sujet en utilisant le théâtre ou la comédie médicale. C'était juste top. Il y avait une femme qui est venue dans mon live. Une femme diable énergétique, c'est-à-dire elle ne veut pas nous voir rire. Elle veut nous gâcher ce bonheur. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé une question. Et cette question
est catastrophique et dangereuse. Elle m'a dit, docteur, ma petite a une urticaire chronique. Donnez-moi un traitement. Tous les citoyens qui demandent et qui cherchent des remèdes sur Internet pour traiter leurs enfants sont des criminels. Et si on était dans un pays très très développé sur ce plan-là, sur le plan familial et tout, croyez-moi, on va vraiment prendre leurs enfants. C'est-à-dire on va les priver de leurs enfants. Je répète encore une fois ça. Tous les parents marocains qui cherchent des remèdes sur Internet pour les appliquer sur leurs enfants qui sont malades, ce sont des criminels. Et tous les pédiatres sont d'accord, et tous les médecins sont d'accord, et tous les professeurs de médecine sont d'accord. Alors la maman a demandé un traitement d'urticaire chronique chez sa fille. Je lui dis, madame, vous devez absolument consulter un pédiatre, un médecin pédiatre. Le médecin pédiatre, c'est le généraliste des enfants. Parce que pour les enfants, il y a d'autres spécialités. Il y a pédiatre endocrino, il y a pédiatre cardiaque, il y a pédiatre neuro, il y a pédiatre pédopsychiatre, il y a pédiatre ophtalmo, il y a pédiatre gynéco. Donc il faut savoir, il y a pédiatre chirurgien, chirurgie viscérale, il y a pédiatre neurochirurgien. Donc, par exemple, au Canada, il y a tout un hôpital pour enfants où il y a toutes les spécialités. Donc, le médecin pédiatre est un généraliste pédiatre. C'est-à-dire qu'il doit toujours être vu en premier et consulté en premier. Bon, l'essentiel, c'est que cette personne a demandé en direct, m'a demandé un remède pour sa petite qui a un problème d'urticaire chronique. Je lui ai dit, madame, il faut voir un pédiatre. Ça, c'est la réponse la plus juste et professionnelle. Alors la communauté, quand elle est émancipée, elle comprend que j'ai fait un bon travail. Et la communauté qui est ignorante, quand je dis ignorante, tu peux très bien avoir bac plus 20 et être ignorant. Tu peux très bien être un fonctionnaire et être ignorant. Tu peux très bien avoir un grand diplôme et être ignorant. Donc, il y a un monsieur, un ignorant dans le live qui était avec nous. Il lui a dit, madame, j'avais le même problème et j'ai fait un traitement. J'ai appliqué une recette. J'ai fait une recette. Ou j'ai utilisé une recette. Vous savez que la dame l'a tagué, d'accord? Et il lui a demandé en direct, s'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cette recette. Je suis vraiment désolée, mais je veux exprimer le dégoût. Je suis dégoûtée de la qualité de la relation mère-enfant au Maroc. Je suis dégoûtée par l'attitude de toutes ces mamans qui cherchent des remèdes pour leurs enfants. Moi, je lui ai dit, madame, vous partez voir un pédiatre. Et le monsieur ignorant lui a demandé, lui a vraiment informé qu'il a utilisé un remède. C'est une communauté qui est nocive pour la santé. Alors, faire des lives médicaux sur Internet en arabe ou permettre aux gens de parler et de commenter est un crime. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai toujours participé à des crimes sans faire attention. Mais maintenant, c'est terminé parce que c'était une recherche. Et voilà pourquoi. Moi, je n'ai pas besoin de voir vos commentaires. Vos commentaires sont des crimes. Donner un remède dans un commentaire est un crime. C'est comme une usurpation d'identité d'un médecin. Toute personne, pour moi, toute personne qui donne des traitements à quelqu'un sans être médecin est une personne malade, est une personne qui, dans le langage courant, folle. Vous êtes fou. Ce sont les fous qui donnent des traitements aux autres. Alors les fous, ils n'ont pas le droit de commenter. Puisque je n'ai pas un moyen de détecter les fous, donc qu'est-ce que je fais? Je retire tout. Je ne vous permets pas de commenter. Je parle, je passe mon message et si vous avez des questions, vous consultez votre médecin.
Moi, j'ai pas besoin de faire de la publicité, c'est interdit en médecine. J'ai pas besoin d'être aimé de votre part parce que c'est pas mon intention. J'ai pas besoin d'être validé de votre part parce que c'est pas ma purpose. Donc, les commentaires en direct sont des crimes. Donner ou demander un remède ou une recette est un crime. Les mamans qui cherchent des traitements pour les appliquer sur ces enfants, ce sont des criminels. Voilà. Je parle sur le plan médical. Je parle dans le cadre de ma profession et de mes compétences. Alors, premier cas, c'est une maman qui a brûlé le ventre de son petit nourrisson de 6 mois chez un charlatan pour traiter des coliques. Deuxièmement, c'est la femme qui a demandé en direct un remède pour sa petite qui a un urticaire chronique. Et il a même demandé à un monsieur qui a fait son intervention, est-ce que vous pouvez me communiquer? Elle lui a demandé de lui communiquer en privé la recette magique qu'il a utilisée. La communauté qui croit aux recettes magiques, c'est une communauté qui n'a pas besoin d'un médecin. Point à la ligne. Parce qu'il y a deux voies. Il y a les sciences, ou la science en général, et il y a les recettes magiques. Donc si vous êtes une personne qui croit aux recettes magiques, vous ne méritez pas, avec tous mes respects, mais vous ne méritez pas le temps ou 1 minute de la part d'un médecin. Vous êtes libre et on doit respecter la vie des ignorants. Vous êtes des criminels et on doit se protéger de vous. Vous êtes des criminels, sincèrement. Moi, j'ai été victime d'une personne qui est venue d'Agadir tout simplement pour m'embêter. Imaginez, elle assistait à mes lives, elle m'a harcelée et elle est venue pour m'harceler. J'ai appelé la police et elle m'a vraiment dégoûtée. Elle me suivait partout pendant 16 jours. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté plainte contre moi. Alors que c'est moi qui ai porté plainte contre elle en premier. J'ai payé l'avocat, j'ai été traitée comme accusée et ça m'a fait vraiment mal. Tout simplement parce que non seulement elle m'a harcelée, parce qu'elle a des problèmes d'orientation sexuelle, mais elle a abusé de 3 enfants dans un café sur le grand boulevard qui ne mettait pas des caméras de surveillance. Imaginez combien la société a des complexes et a des attitudes pourries. C'est catastrophique. Je suis dégoûtée par cette communauté. Je suis dégoûtée par ces membres qui font partie de cette communauté. Donc il faut faire le tri. Le tri, c'est quoi? Le tri, c'est que si vous êtes malade, partez voir votre médecin. Si vous voulez devenir des médecins à travers les réseaux sociaux, je ne vous donne pas la permission de laisser un seul commentaire dans mon live, ni sur mes publications. Je suis médecin et je reprends ma place de médecin et vous êtes des citoyens et je vous remets à votre place de citoyens qui méritent le respect. Voilà, donc je m'engage à vous accorder le respect. Je m'engage à vous accorder la générosité scientifique. Je m'engage à vous assurer, à vous donner un produit très bon pour la santé, un produit qui est clair, qui est transparent, qui est positif, qui est utile, qui est concis. Je m'engage à être utile pour les gens qui ne comprennent que l'arabe. Donc je m'engage à vous donner à vous présenter un produit en arabe, dialecte marocain. Voilà, c'est tout. Donc tout ce que je dois vous donner, c'est le respect et vous être utile. Mais je ne suis pas obligée de communiquer avec vous parce que vous êtes nocif et pour moi, et pour vous, et pour les autres, et pour vos enfants. Les enfants souffrent de ces parents toxiques, ignorants, qui ont un problème de confiance en soi. Parce que quand on a un souci de self-confidence, on cherche toujours à être applaudi. Les gens qui cherchent des informations médicales sur Internet pour les appliquer sur d'autres personnes, vous voulez qu'on vous dise bravo.
Oui, vous méritez, bravo, oui, vous avez tout le droit d'être félicité, oui, mais pas n'importe comment. Mais vous n'avez pas le droit d'exposer la vie de vos enfants et la vie de vos proches au danger et au retard, à un danger très 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 spécial, c'est le retard de diagnostic. Si vous appliquez quelque chose ou un remède ou quelque chose de naturel ou quelque chose de, quand vous dites recette magique et que vous vous améliorez, pire encore parce que être amélioré c'est retarder le diagnostic. Donc vaut mieux ne pas s'améliorer pour consulter un médecin et savoir qu'est-ce que vous avez exactement. Donc toute personne, je rappelle, s'il vous plaît, permettez-moi de m'hydrater s'il vous plaît. Je rappelle, toute personne qui suit un médecin sur Internet et qui est très curieuse pour connaître plusieurs informations et pour les appliquer ultérieurement sur d'autres personnes. Toute personne qui est très curieuse sur Internet et qui cherche l'information médicale pour manipuler d'autres personnes, pour montrer que vous êtes médecin, ou même pour carrément oser l'usurpation d'identité. Toute personne qui cherche des informations médicales d'une façon vraiment obsessionnelle sur Internet pour montrer aux gens que vous êtes comme un médecin, croyez-moi, vous avez un grand problème de confiance en soi. Et ce problème de confiance en soi a toujours des complications et des conséquences très très néfastes. Vous êtes malade. Vous avez une maladie qui s'appelle beaucoup de choses. C'est à votre médecin psychiatre de vous donner le nom de cette maladie qui vous pousse à traiter les gens sans diplôme de médecine. Merci. Il y a un compte qui m'a envoyé, qui m'a encouragé, qui s'appelle Placement abusif d'enfants FR. J'aimerais bien voir votre profil. Donc je m'abonne pour voir votre profil. Parce que tout ce qui est en rapport avec les enfants, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vivez votre vie. Écoutez, si les gens, je sais qu'au Maroc, quand quelqu'un vous dit ça, le fils de Madame Valérie, le fils de Madame Naïma a fait médecine et toi t'as pas fait médecine. Oui, au Maroc, il y a des gens qui ridiculisent les gens qui n'ont pas fait médecine ou qui n'ont pas fait l'ingénierie ou qui ne sont pas devenus des juges ou qui ne sont pas devenus des profs universitaires. Oui, mais ces gens-là, ils sont complexés. Ces gens-là, ils sont malades. Les gens qui ridiculisent les professions, les gens qui ne respectent pas les professions, ce sont eux qui sont malades. Si vous avez ce problème, si vous avez le sentiment d'infériorité face à un médecin de la famille, ben vous devez traiter ça. On doit vous accepter. On doit aimer, on doit respecter. Si mon enfant, alors ce sont toujours les mamans, moi j'accuse toujours les mamans, ce sont les mamans qui cultivent ce sentiment d'infériorité chez les enfants. Par exemple, on traite plusieurs personnes qui ont été victimes de leur maman, qui les punissaient à chaque fois que quelqu'un devient docteur ou soit admis à la faculté de médecine, il y a des mamans qui punissent tous les enfants. Alors pourquoi on punit ces enfants? Tout simplement parce que ces enfants ne sont pas devenus des médecins. Moi, je connais une femme. Et cette femme, elle est malade par la médecine. Elle n'a pas fait ses études, elle n'a pas terminé ses études. Vous savez que cette femme a fait de tous ses enfants des médecins. Il y a une de ses filles qui n'a pas pu accéder à la faculté de médecine au Maroc. Elle a envoyé quelque part, je ne peux pas dire où, pour ne pas avoir des problèmes. Alors cette femme, elle a fait de tous ses enfants, elle imposait, elle dit un truc qu'on dit au Maroc, c'est-à-dire elle a dit à son fils, t'es pas un fils pieux, t'es pas un bon fils, t'es ingrat,
Tu veux me tuer. Pourquoi tu ne veux pas faire médecine? Alors imaginez son fils a eu un bac sciences maths avec une très bonne moyenne. Et il voulait vraiment faire quelque chose de mathématique, des classes préparatoires. Il est vraiment très intelligent, très très brillant, génie. Et il a fait médecine uniquement parce que sa mère lui a dit que tu n'es plus mon enfant si tu ne fais pas médecine. Donc c'est une maman malade. La maman malade, elle tue ses enfants. Une maman malade, une maman qui a un problème de confiance en soi, a un sentiment d'infériorité et de la jalousie gratuite face à tout le monde. Cette maman allait mourir quand moi j'ai fait médecine. Elle m'a imaginé. Elle a envoyé sa fille ailleurs. Sa fille ne voulait pas quitter le Maroc. Elle a fait vraiment partir. Elle a vécu plusieurs années loin de sa famille. Pourquoi? Tout simplement pour que tout le monde dise que sa fille également a fait médecine. Cette femme, elle souffre. Cette femme, elle souffre. Elle a fait autre chose, mais je préfère ne pas vous raconter toute l'histoire. Cette femme, elle souffre. Cette femme, elle veut faire vraiment de ses enfants une clinique. C'était pas leur choix. Vous savez que plusieurs médecins partout dans le monde, et non pas uniquement des Marocains ou des Arabes, il y a un médecin qui est devenu pianiste, il y a un médecin qui est devenu chef cuisinier. Il y a des médecins qui se réveillent un jour dans les pays développés. Ici au Maroc, je ne sais pas, mais ailleurs, dans les pays développés, il y a des médecins qui sont vraiment clairs avec eux-mêmes. Ils se disent, je ne vais pas rester toute ma vie médecin. Voilà. Mais je peux faire quelque chose d'autre qui va vraiment améliorer la pratique médicale, améliorer l'accès des gens aux médecins, améliorer l'état de santé des gens, parce qu'on est médecin pour sauver, traiter et prévenir. C'est ça en fait la médecine. Mais les médecins qui ont fait médecine uniquement pour être acceptés chez eux, pour être acceptés par la famille, pour être appréciés dans la famille, ces parents toxiques qui ont un sentiment d'infériorité, au lieu de traiter votre complexe ou vos complexes, vous vous sentez inférieur et vous faites sentir vos enfants qui sont inférieurs. Mais pourquoi ce délire? Je suis désolée, mais en fait, on peut faire l'amour, on peut faire le sexe, mais on n'a pas tous la capacité d'être des parents. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, si j'ai un fils, je vais l'aimer. Je vais lui dire tous les jours que je l'aime. Et que je vais l'aimer dans tous les cas, dans toutes les situations, dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances. Il faut que mon fils soit sûr que je serai toujours à ses côtés. Qu'il soit médecin, qu'il soit clochard, qu'il soit scientifique, qu'il soit littéraire, mon fils est peureux, mon fils est handicap. Si vous n'acceptez pas votre fils qui n'a pas fait médecine, comment est-ce que vous pouvez accepter votre fils qui est trisomique? Comment vous pouvez accepter votre fils qui a eu un accident, un AVP, un accident de la voie publique et il a perdu ses membres? Comment pouvez-vous accepter votre fille qui a par exemple une malformation congénitale? Toute personne qui n'est pas acceptée par ses parents est une personne qui est malade, est une personne qui a des parents malades. Et vous devez absolument être traité. Voilà pourquoi il faut toujours demander, il faut toujours commencer par le commencement. Une société malade n'a pas besoin d'une sensibilisation médicale. Des parents malades, ils n'ont pas besoin d'informations médicales. Ils ont besoin d'être traités. Il faut chercher l'utile. Tout ce qui est inutile, on n'en a pas besoin. Il faut avoir quelque chose. Il faut que l'utilité soit personnalisée et individuelle. Ce que je dis n'est pas forcément utile pour vous. Ce qui est utile pour vous ne sera identifié qu'après avoir fait une consultation pour vous. Si vous ne voulez pas investir dans votre santé mentale, dans votre santé familiale, c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas, ne demandez pas à ce que les gens vous aiment.
Si vous ne vous respectez pas, n'attendez pas à ce que les gens vous respectent. Si vous n'aimez pas vos enfants inconditionnellement, n'attendez pas à ce que les gens aiment vos enfants. Vos enfants seront toujours des enfants jaloux, des enfants rancuniers, des enfants inférieurs dans leurs yeux. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que je suis désolée, je ne... Oups. Donc à la prochaine, Inch'Allah.